aussi qui ont pu témoigner. On a fait venir aussi en Aquitaine, ça c'était très intéressant, par exemple un élu de la région Guadeloupe qui ont utilisé un outil permis par la Constitution, l'habilitation législative, pour se lancer dans une démarche 100% renouvelable. Et la Martinique veut faire pareil. Donc, parfois, l'insularité, par exemple, cette spécificité-là, ça lance une dynamique. Ou alors, par exemple, ce qu'on a observé, c'est que dans certains cas, comme le Menet, ou alors la commune de Montdidier, qui avait un outil, par exemple, avec une régie qui a permis d'avoir un parc éolien public, ces spécificités-là, ça a permis de lancer les choses avant même qu'il y ait une démarche, on va dire, plus large, que ce soit départementale, régionale ou nationale. Alors après, bien sûr, pour parler de ce que je connais un peu plus, au moment où on a lancé un appel à projet en région, que ce soit nous, Aquitaine, ou les collègues de Rhône-Alpes que je salue dans la salle, ou même les collègues de Bourgogne, là, je dirais qu'il y a eu une convergence d'intérêts, une concomitance à un moment donné d'envie, à la fois au niveau politique, au niveau régional, d'aller sur un modèle énergétique un peu plus décentralisé qui redonne de l'autonomie aux territoires et qui permette aux territoires de se réapproprier les questions énergétiques. Donc ça, c'était un axe politique porté même par notre président de région et avec des délibérations qu'on a pu passer donc en assemblée plénière. Ça, c'était en 2011. Et ça a coïncidé avec des rencontres qui se sont passées avec des élus locaux qui sont là autour de la table, où on a senti qu'en Aquitaine, c'était le moment où il y avait des élus locaux dans les intercommunalités rurales qui se préoccupaient de ces questions. Donc je dirais qu'avant même de parler de projet de loi et de faire de la politique fiction sur les compétences, ce qu'on a vu, c'est à un moment donné, c'est ça. En fait, c'est des envies convergentes d'élus locaux. À un moment donné, les collectivités locales qui se disent, voilà, le modèle centralisé français arrive un peu à bout de souffle. Donc on voit qu'il y a des enjeux particuliers sur l'énergie et on veut vraiment se réapproprier ces questions. Après, sur moi, ce que j'ai pu observer dans les expériences Aquitaine, Rhône-Alpes et Bourgogne, c'est une certaine complémentarité qui peut se faire en termes de compétences, et je pense que les lois qui arrivent vont plutôt nous renforcer là-dedans, c'est-à-dire, pour parler assez schématiquement, les régions, comme vous l'avez dit, qui demandent encore plus de capacité dans les outils de planification, à travers alors, les schémas avec les sigles, les SRAT, les SRCAE, les SRCE, même s'il y a encore des débats d'initiés, de juristes, en fait, sur le pouvoir prescriptif et normatif de ces schémas. C'est un combat qu'on porte au niveau de l'ARF, donc de l'Association des régions de France, pour dire qu'à un moment donné, si on veut vraiment avoir du poids, effectivement, je pense que dans le cas français, il y a tellement de résistance sur les questions climat-énergie que je pense qu'il faut qu'il y ait des outils vraiment contraignants. Donc à la fois ces outils de planification, mais aussi des outils de financement pour la transition qu'on veut encore renforcer au niveau régional. Et de l'autre côté, des intercommunalités qui vont monter en puissance sur certaines compétences, et notamment sur la question des réseaux de l'énergie. Donc je dirais qu'en ce qui concerne les TEPOS, ce qui s'est mis en place, même sans faire de politique fiction, le couple région-intercommunalité rurale est quelque chose, je pense, qui a du sens. Même si, bien sûr, il y a aussi l'échelon départemental qui est très important, et je tiens à le rappeler, puisque le département va être en charge des solidarités territoriales, et les questions d'énergie vont être, de ce point de vue-là, je pense, l'une des choses clés pour les territoires ruraux. Voilà, par rapport aux habitants. Et je pense que là, sur la lutte contre la précarité énergétique, les conseils généraux ont un rôle majeur dans les années qui viennent. Et typiquement, là, je pense que voilà, il faut sortir des concurrences entre niveaux de collectivité. Et typiquement, il faut que les régions discutent avec les départements pour, par exemple, former tous les professionnels du monde du social à ces questions d'énergie et voir comment, sur les territoires ruraux, on va pouvoir aller accompagner les gens pour tout ce qui concerne l'énergie dans les logements. Donc voilà ce que je peux te dire de par l'observation de ce qui a bougé ces dernières années.
à mon sens. Très bien, on verra ce qu'en pensent messieurs Savin et Billac, et puis de toute façon, on a d'autres éléments de questions à votre destination. Mais on va peut-être demander à l'ADEME si c'en est vraiment fini avec le jacobinisme énergétique. Mais au-delà de ça, en fouillant dans les archives, j'ai retrouvé la trace d'une loi qui portait en elle-même un projet, donc les schémas régionaux d'orientation pour l'aménagement durable du territoire. Ça date de 1998. Alors est-ce qu'on radote au plus haut niveau du Parlement? L'ADEME, un procès en jacobinisme de l'ADEME, je le réfute. Et deuxième chose, l'ADEME ne fait pas les lois. Si je peux m'étendre un tout petit peu sur le sujet, en allant au-delà de la plaisanterie, c'est véritablement l'apprentissage de l'énergie des territoires, comme le rappelait M. Kardec, est une histoire qui, pour ce qui nous concerne, et la manière dont ça a évolué, on peut l'écrire très rapidement. C'est-à-dire qu'en fait, et je me souviens du début des années 2000, où nous avons essayé d'introduire le mot énergie dans les politiques territoriales locales, et nous avons reçu, passez-moi l'expression, une calotte magistrale. Et nous avons pu tenter le travail, à cette époque-là, dans un premier appel à projet national, et que nous avions relayé dans chaque région avec les conseils régionaux, qu'on a appelé les contrats Athénée. Je ne sais pas si certains ont vécu cette période-là, qui n'est pas si lointaine que cela. Mais les 100 ou 150 premiers contrats Athénée qu'on a pu faire, essentiellement avec des parcs naturels régionaux, des pays à l'époque, ou des débuts d'agglomération, ces contrats Athénée ont apporté une valeur ajoutée, une prise de conscience du terrain qui a permis d'écrire la première loi qui parle d'énergie et de territoire, qui est la loi du Grenelle de 2009. C'est-à-dire les plans climat-énergie-territoire n'auraient, à mon sens, quasiment pu pas franchir le pas de la loi s'il n'y avait pas eu cette expérience de terrain. Et là, j'en reviens à des journées comme aujourd'hui. C'est véritablement une capacité de prise en main du terrain qui a permis de faire progresser la loi sur ce domaine-là, déjà en 2009. Aujourd'hui, nous sommes effectivement, comme vous l'évoquiez, devant une seconde loi qui, je dirais, Madeleine le rappelait, prend en compte plus que jamais les territoires, puisqu'elle l'inscrit dans un certain nombre, enfin dans un titre notamment, et nous sommes sur un nouveau pas à franchir. Pour répondre à la question, quel est le bon niveau d'intercommunalité qui serait celui apte à prendre en main ce dispositif énergie-territoire? Et moi, je me réjouis de ce matin, au sens où, vraiment, dans le retour des ateliers, on voit combien on est passé d'un territoire qui est le support d'accueil d'énergie renouvelable, parce que jusqu'à maintenant, et c'est quand même un risque qu'il faut combattre en permanence, c'est que la liaison énergie-territoire est quelquefois vécue et même travaillée dans un premier temps comme, effectivement, et on le dit même à Paris, procès en jacobinisme, que tout se passe sur les territoires, puisqu'il n'y a pas d'énergie renouvelable notamment qui ne s'installe pas sur un territoire local. Mais quand on parle d'énergie et territoire, ce n'est plus de ça qu'on parle. C'est que le territoire devient, me semble-t-il, non pas le support d'accueil d'énergie, mais devient le sujet du développement énergétique de son propre territoire. C'est-à-dire qu'il est capable, et vous l'avez très bien dit ce matin, capable de se prendre en main pour conduire sa politique énergétique, la travailler avec des acteurs économiques de terrain et donc la faire progresser dans le cadre d'un développement économique local. Et si on s'en tient à cette volonté d'y parvenir, à cette définition, pour nous, effectivement, le territoire, c'est à la fois, il doit être quelque part un lieu de compétence, un lieu de convergence opérationnelle, c'est-à-dire qu'il faut une opérationnalité du territoire, c'est-à-dire à la fois des compétences mais aussi des moyens pour agir. Il lui faut, et certainement être lieu, un espace de cohérence économique, c'est-à-dire que le territoire doit se réinventer une histoire économique autour de l'énergie. Et ça me paraît essentiel pour pouvoir conduire cette politique-là. Et le troisième point
de cette intercommunalité, de ce territoire, c'est qu'il soit aussi un espace de cohérence et politique et sociale, c'est-à-dire de solidarité de territoire autour d'une histoire entre l'énergie et son territoire. Et quelle est la meilleure intercommunalité pour réunir ces trois aspects-là? Pour nous, en jacobin que vous nous prêtez, mais avec la lourde expérience de terrain que nous avons avec nos 26 directions régionales, nous sommes convaincus que ceci ne peut se passer qu'avec une intercommunalité de projets. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les territoires soient en capacité de conduire des projets et de conduire un projet qui se recrée une capacité à se réinventer avec l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut véritablement écrire et donner à voir avec la population une nouvelle histoire autour de cet aspect-là. Donc une intercommunalité de projets et en même temps une intercommunalité, comme je disais, opérationnelle, parce que sans l'opérationnel, on ne fera rien, on ne peut pas raconter des histoires à tour de bras. Il faut véritablement rentrer aujourd'hui, et c'est l'objet de la loi d'aujourd'hui, de rentrer dans l'opérationnel. Et donc, pour nous, vous l'évoquiez, la combinaison région, intercommunalité d'un bon niveau qui combine le projet et l'opérationnel nous paraît essentiel. Alors quand j'ai dit ça, je n'ai pas dit nécessairement grand-chose sur l'intercommunalité en question. Pour nous, on est convaincus qu'il faut une intercommunalité d'un certain niveau de population et la plus apte, notamment pour rentrer dans ce champ de cohérence économique, c'est celle de rejoindre le bassin de vie naturel d'une collectivité. Et alors je sais que l'intercommunalité se refonde, se restructure. La loi évoque une intercommunalité à minimum à 20 000 habitants. Pour nous, je dirais, et je voyais les TEPOS d'ici, le vote, mais les 7 et 8 territoires d'Aquitaine, ils sont tous entre 10 12 000 habitants et je crois 45 000 pour le plus élevé. Le fait demain de dire est-ce qu'on peut jouer sur des intercommunalités un peu plus regroupées, alors je vais peut-être faire peur aux élus, mais si on est dans un débat ouvert, qui peut réécrire son histoire sur des bassins de vie un peu plus étendus, de telle manière que, je dirais, la proximité soit conservée et que la mutualisation avec ce que peut apporter la région en termes d'éléments de formation, d'éléments financiers, etc., soit, je dirais, la plus opérationnelle possible. Et pour nous, si on pouvait se permettre de décrire un schéma un peu idéal, il est autour de ça, c'est-à-dire une capacité des régions à créer un élan fort à travers des schémas, mais à travers des outils de mutualisation, et une intercommunalité, effectivement, qui soit suffisamment regroupée autour d'une capacité à conduire des projets avec sa population. Donc à partir de là, on en déduit qu'il n'y aurait pas forcément effectivement de modèle unique, mais que vous êtes attaché de toute façon, on va dire, à conserver ou bien à suivre ce qui émanerait du territoire en quelque sorte. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut guère faire effectivement à l'ADEME le procès d'un jacobinisme qu'elle n'a jamais porté. Oui, je ne l'ai pas dit dans mes propos, mais loin de nous l'idée d'avoir un schéma unique. C'est vraiment une ligne d'horizon qui nous permette, je pense, de structurer l'avenir d'une façon, je dirais, qui soit la plus portée, la mieux portée, et par les élus, ce qui est essentiel, c'était dit ce matin dans les groupes, et portée par la population. Oui, avec cette peut-être difficulté que, admettons qu'on bâtisse des intercommunalités énergétiques en quelque sorte, plutôt que la vocation énergétique de ces intercommunalités suive un certain contour. On a évoqué tout à l'heure la nécessité de rendre plus visible, plus clair, peut-être plus facile d'appropriation par la population, ces affaires-là. Il ne faudrait pas que pour chaque grand sujet, on ait des contours différents de la dite intercommunalité. Je veux dire par là que le bassin énergétique de l'intercommunalité soit différent, admettons, du bassin éducatif ou de la santé. Oui, certainement. Et ce qu'il faut rajouter aussi par rapport à l'idée d'un modèle unique qui ne peut pas être préconçu, c'est que cette capacité à s'organiser en intercommunalité doit s'accompagner d'une véritable subsidiarité territoriale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étanchéité. Enfin, vous l'avez très bien dit, le TEPOS, ce n'est pas le TEPOS autarcique qui vit sur lui-même.
on a véritablement une capacité de porosité énorme entre ces niveaux d'intercommunalité. Il faut vous évoquer tout à l'heure le niveau du Conseil général, de la région et de l'intercommunalité opérationnelle. Il faut que chacun à son niveau, dans une capacité de projet, de construction de projet fort, puisse, je dirais, orienter son travail dans le même sens. Et ça nous paraît essentiel que cette subsidiarité soit mise en place. Très bien, merci. Alors on reviendra à ces questions qui sont liées notamment à l'animation des TEPOS. Peut-être, Madame Charru, à ce stade, vous voulez réagir? Je crois que Jacques Ravaillot a dit l'essentiel. Hein. On défend, nous, depuis longtemps ce modèle région chef de file et puis action au niveau des bassins de vie. Hein, et on ne peut que se réjouir du fait que c'est ce qui se dessine hein, dans les lois en cours d'examen ou en cours d'élaboration. Encore faudra-t-il que les compétences et un certain nombre de choses soient bien définies. Je voudrais insister quand même sur le territoire idéal. Hein. Je ne sais pas quel philosophe l'a dit, mais pour moi, le territoire idéal, c'est celui qui peut se mettre en route. Hein. Et je crois qu'il ne faut pas... Effectivement, il serait dangereux de le définir par le haut. On le voit aujourd'hui, les territoires capables de se mettre en route, ils ont 12 000 habitants, ils n'ont pas 20 000. Et donc, il ne faut surtout pas mettre un seuil qui empêcherait aujourd'hui ces territoires-là de pouvoir continuer et d'être appelés. Qu'on réfléchisse à une meilleure échelle, parce qu'effectivement, après, il y a des questions d'investissement, d'animation locale, enfin d'avoir la bonne échelle. Donc il faut continuer à y réfléchir pour les suivants, mais il ne faudrait pas quelque chose qui soit une barrière. Et puis je voudrais souligner qu'il y a longtemps qu'on parle énergie et territoire au clair et dans les réseaux auxquels je participe. Et je suis vraiment contente qu'on commence à parler de territoire et énergie. Hein, et je crois que ça va dans le bon sens, dans le sens de la transversalité du travail qu'on a à mener ensemble, parce que je crois que dans les gens qui se préoccupent de territoire, il y a aussi de l'acculturation sans doute à faire, et réciproquement de notre côté. Mais effectivement, c'est intéressant, le rappel historique que les uns et les autres vous faites, soit explicitement, comme vous l'avez fait, M. Ravaillot, ou bien implicitement, de dire, mais cette filiation, finalement, là où on arrive aujourd'hui à travers la loi de transition énergétique, on avait, il y a fort longtemps, lors de la création des pays liés à la loi Voronezh de 98, on avait déjà quelque chose là-dedans, qui faisait écho, on va dire, à une prise de conscience. L'ADEME, par exemple, a proposé presque aussitôt des outils de type Athénée, enfin vous l'avez cité, mais ceci dit, avec les bons en avant qui consistaient successivement à stimuler tout ça à travers les CPET, et puis aujourd'hui et la loi Grenelle qui a encore rajouté une couche. Alors, à l'époque des débats sur la loi Grenelle, dans les groupes de travail, quand Leclerc et d'autres acteurs évoquaient les territoires, on avait quand même parfois un petit peu de raideur de la part d'autres types d'acteurs qui disaient « Oula, la question énergétique est trop sérieuse pour la laisser au territoire ». Et on s'aperçoit que finalement, l'histoire a gommé, enfin certains, il doit rester des irréductibles, mais que l'histoire, mine de rien, va dans le sens néanmoins d'un retour au territoire, peut-être des questions énergétiques. Alors je me tourne cette fois-ci vers M. Sabin, puis M. Billac, en disant, alors M. Sabin, la communauté commune des Hautes-Landes, simple support aux énergies renouvelables? Non, mais pas nécessairement, mais voilà, donc écoutez, nous, pour faire un petit historique, ce qui nous a motivés, l'élément déclencheur, ça a été la tempête Klaus. Tout de suite après la tempête, on a été sollicité par tout un tas d'opérateurs étrangers qui sont venus nous voir en disant voilà, monsieur le maire, vous allez perdre beaucoup d'argent puisque nous sommes commune forestière avec des revenus forestiers tous les ans. Et nous, on vous propose une substitution, vous mettre